Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 15 mars 2024. C'est une belle journée de soleil, mais il fait un peu frisquet. Mais quand même, c'est bien. Dans une semaine, finalement, l'hiver théoriquement est terminé parce qu'on s'approche donc du 21 mars et donc le printemps est là. Habituellement, dans le passé, quand on arrive au premier jour de printemps, il neige. Mais quand même, c'est toujours quand même le printemps qui est là et l'hiver, il nous quitte. Heureusement, je crois. Heureusement pour tout le monde. Enfin, est-ce qu'on aime vraiment l'hiver? Oui, pour les sports d'hiver, mais pour les difficultés de vivre en ville, pas vraiment. De quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, on va parler avec le marché. Si vous regardez, le marché a l'air d'être fatigué. Ça, c'est le SPY. Et puis, donc, l'indice américain. Et vous notez que finalement, il y a une correction ici qui s'est faite aujourd'hui. Mais depuis quelques jours, le marché a l'air de plafonner. Il n'est pas capable d'aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a les statistiques américaines qui nous disent que finalement l'inflation n'est pas encore gagnée à 100%. Et donc, on suppose que M. Powell, qui avait promis de réduire les taux d'intérêt, vu qu'on était patron désormais on avait jugulé l'inflation, on avait vaincu l'inflation. Comme on ne l'a pas vaincu, il ne va pas réduire les taux d'intérêt aussitôt que prévu. On prévoyait, je crois, pour le mois de juin, puis là, ça semble, ça va aller plus loin. Si, il va le faire. Et donc, c'est juste ça. Donc, le marché est un peu fatigué, et puis, voyez-vous, il plafonne. Ensuite, il y a des compagnies, les grosses compagnies qui font pratiquement de technologies qui font monter le marché juste à elles seules. Eh bien, je pense qu'ils sont les 7 sœurs, hein, c'est ça, 7 les compagnies, ouais, les grosses compagnies comme les Apple, Microsoft et Google et tout ça. Et naturellement, ils ont des difficultés. Surtout Apple, apparemment, a perdu quelques points de pourcentage de sa valeur. Pourquoi? Difficile à dire, mais ils innovent dans les choses. Vous savez, ils ont fait une sorte d'appareil qu'on se met dans la tête, là, ou sur la tête plutôt, avec beaucoup de choses, et qui coûte 3 500 $ US plus taxes. Et je pense que ça ne va pas tellement bien, et peut-être comme vente. Ça, des choses comme ça. Ensuite, l'intelligence artificielle, Apple n'a rien fait encore là-dessus, apparemment d'utilité pour ceux qui achètent des produits Apple. Et donc tout ça, ça joue un peu dans le fait que Apple a reculé un peu. Mais ils sont tous à peu près, en quelque sorte, un peu en attente de quoi, je ne sais pas, mais de changements quand même qui pourraient améliorer leur rendement. Donc finalement, comme je vous dis, le marché boursier est un peu en recul. Bien que c'est relatif, si vous regardez qu'est-ce qu'il a fait, mettons, depuis quelques jours, il plafonne à 515, qui est quand même énorme, est stratosphérique comme hauteur. Et regardez, quand on était en novembre dernier, il était à 425 et aujourd'hui, il est à 510. Donc, c'est une montée énorme. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait souffrir tous les économistes et tout le monde qui disaient qu'on s'en allait vers une récession, qu'on aurait eu du chômage et tout ça à cause de la hausse des taux d'intérêt. Puis en réalité, non. On dirait que les gens ont digéré les taux d'intérêt. Puis, enfin, pas ceux qui payent une hypothèque, mais je veux dire les compagnies en général, qui transfèrent le coût des hypothèques sur le prix, finalement, des produits qui font. Et donc, apparemment, donc, tout va bien. C'est ça que ça veut dire, malgré tous ceux qui annonçaient des choses très négatives. De quoi on va parler aujourd'hui? D'une chose, à mon avis, intéressante, qui s'appelle, comme c'est marqué au tableau, contrat à terme non livrable. C'est quoi un contrat à terme non livrable? C'est un terme technique. En anglais, c'est non-deliverable forward. Donc, un forward, ça veut dire donc à venir, et c'est un contrat dans lequel on ne livre rien. Donc, d'abord, vous dire qu'est-ce que c'est exactement. D'abord, en anglais, c'est NDF, le symbole, et regardez qu'est-ce que c'est. Pour le comprendre, parce que c'est un produit dérivé finalement de banque, et puis finalement, si on n'est pas connaissant de ces produits dérivés, on trouve ça un peu difficile. Mais pour vous donner un exemple, regardez, j'ai mis ici un exemple qui est plus ou moins semblable au régime enregistré d'épargne retraite. Il y a une trentaine d'années, je pense jusqu'à 1992, je crois, qui avait un régime enregistré d'épargne retraite était obligé d'investir dans des produits canadiens. Sauf un 10%, il pouvait être acheté
le montant qui était dans le RIR pouvait être utilisé à 10% pour acheter, mettons, un produit américain, des actions américaines, etc., des États-Unis. Mais le reste devait être canadien. Ce qui faisait une sorte d'inflation de prix. C'est ça que les Américains nous disaient. Si les Canadiens sont obligés d'acheter juste du canadien, avec leur épargne, mais ça gonfle les prix des produits canadiens, mais ça ne donne pas vraiment une valeur réelle à ces produits-là. Finalement, au bout de la ligne, finalement, on pouvait juste investir à 90% dans les marchés, dans les marchés américains, on pouvait juste investir 10%. Dans le marché US, on pouvait investir, non, je fais le contraire, excusez. Dans le marché canadien, on pouvait investir 90% du capital, mais dans le marché américain, seulement le 10%. Finalement, ça crée tout un malaise de cette chose-là. Finalement, il y a une institution financière, et je crois de souvenir, là j'y vais de mémoire, je pense que c'est la Caisse de dépôt, ici au Québec, laquelle a lancé un produit nouveau. Et le produit était la chose suivante. Il disait, mettons, elle avait un portefeuille, mettons, un portefeuille d'actions ou d'obligations canadiennes qui avait un certain rendement. Et il y avait une compagnie, enfin une institution américaine financière qui avait un portefeuille américain, de titres américains. Donc les deux se mettaient d'accord dans ce sens que la Caisse de dépôt donnait le rendement de son portefeuille canadien à la compagnie américaine et la compagnie américaine financière donnait le rendement du marché américain. Finalement, ça, on appelle ça un swap. C'était un swap finalement de rendement et au fond, au bout de la ligne, mettons, qui faisait ça, mettons, parce qu'après les fonds de placement se sont mis à faire ça, tout le monde. Et finalement, on pouvait dire qu'on avait un rendement américain sans être investi aux États-Unis. Et donc, c'était une façon de court-circuiter en quelque sorte l'interdiction de loi. Finalement, la loi est arrivée qui, finalement, on pouvait acheter tout ce qu'on voulait, finalement, aux États-Unis, à 100% du capital qu'on avait à disposition. Ça, c'était vraiment très intéressant. Donc, c'était, comment dire, un échange de rendement. La compagnie canadienne donnait son rendement, il le donnait à la compagnie américaine, et la compagnie américaine, en échange, donnait son rendement américain. Eh bien, donc ça, c'était à peu près pour vous donner, c'est quoi, c'est un swap ou un forward ou tout ça. Bon, mais ça, c'était l'exemple le plus simple, le plus clair, le plus près de celui qui est un contrat à terme. Mais un contrat à terme non livrable, comme il est là, ça se fait surtout dans les devises. Donc, mettons, deux partenaires, mettons, dans deux pays différents, si vous voulez, comme ça. Chacun pense que, mettons, la devise d'un certain pays devrait tomber. L'autre, il pense que la devise du pays devrait se mettre à monter. Donc, ils font un accord dans lequel ils fixent le taux. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire dollar canadien et dollar US, le taux, mettons, c'est 1,40 et je me dis que peut-être dans... c'est ça, c'est 1,40. Mais si l'autre fait le contraire, c'est-à-dire si moi je suis du côté du dollar canadien qui monte de valeur par rapport au dollar US, l'autre est du côté du dollar US qui monte par rapport au dollar canadien. On signe un contrat et on se revoit, mettons, 3 mois plus tard, parce que ce sont des contrats à court terme, essentiellement, pas plus qu'une année. Et puis, si après, mettons, 3 mois, mettons, mon taux de change, si le dollar canadien s'est apprécié par rapport au dollar US, l'autre me paye la différence. Et puis, si c'est le contraire, l'autre a gagné par rapport à moi, ben c'est moi qui dois le payer. Donc, ça, c'est ce contrat-là. Donc, ça se fait dans les devises. À présent, ici, c'est marqué, voyez-vous, c'est des comptes gré à gré. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter à la bourse. Ça se fait entre les banques. Et banques et fonds de placement, etc. Donc, récemment, pourquoi tout ça? C'est parce que récemment, au Dubaï, il y a un hedge fund, lequel a fait un profit de 40 millions de dollars sur la devise de l'Égypte en mars 2024. Qu'est-ce qu'ils ont joué finalement dans ce hedge fund du Dubaï? Et finalement, ils ont joué que la monnaie égyptienne se dévaluait par rapport au dollar US. Donc, ils ont fait un contrat avec plusieurs institutions dans lequel, finalement, eux jouaient la baisse de la monnaie égyptienne et les autres, c'était le contraire. Et finalement, le monsieur donc, du
du hedge fund du Dubaï a gagné, parce qu'en mars 2024, finalement, la devise égyptienne s'est mise à tomber de valeur, de beaucoup. Regardez ce qu'il nous dit ici. Donc, pourquoi la monnaie tombait, la monnaie égyptienne tombait par rapport au dollar US? C'est parce que l'Égypte est un gros acheteur de blé. Et donc, le prix est allé à la hausse à cause de la guerre Russie-Ukraine. Donc, finalement, hausse des prix de l'aliment de base. Ensuite, ils sont près de la guerre entre Israël et Hamas. Et naturellement, ça gruge aussi dans la capacité du pays, finalement, parce qu'il faut jongler, enfin, tout ce qu'on lit tous les jours sur cette guerre-là. Ensuite, vous avez, donc, en même temps, ça crée donc une inflation. Regardez, parce que l'inflation en Égypte, à présent, est 30%. Les taux d'intérêt ont été montés par la Banque centrale à 28%, et la devise, à cause de la hausse des taux d'intérêt et à cause de l'inflation, finalement, la devise a perdu de 31 livres égyptiennes pour $1 US, et a perdu de valeur, il s'en prenait 50 livres égyptiennes pour $1 US. En plus, c'est pire encore, enfin, le pétrole, ils n'ont pas de pétrole en Égypte. Et donc, ils ont dû importer plus cher parce qu'il est payé en $ US. La conclusion, c'est que ce hedge fund du Dubaï, qui gère quelques centaines de milliards, ils avaient joué le marché à la baisse de la monnaie égyptienne par rapport au $ US. Et ils ont eu raison, et donc ils ont fait facilement, disons 40, je dis facilement parce que c'était prévisible, mais ils ont fait 40 millions de dollars de gains. Et naturellement, qu'arrive-t-il à l'Égypte? Mais l'Égypte, il va avoir un prêt du Fonds monétaire international et des pays du Golfe qui vont lui donner de l'argent et tout ça. Mais tout simplement pour vous dire que finalement, à cause de la difficulté actuelle de vivre en Égypte, la monnaie est tombée, et ceux qui avaient shorté la monnaie, c'est-à-dire vendu la monnaie par rapport au $ US, finalement, ils se sont retrouvés à faire beaucoup d'argent. Est-ce que ce sont les seuls à faire 40 millions ou tout ça? Je ne sais pas. C'était dans les journaux, finalement, l'histoire des 40 millions, parce qu'il y a des experts dans les devises, finalement, des pays de l'Afrique. Et donc, ils connaissent bien l'économie, enfin, des différents pays, puis ils jouent sur les devises. La conclusion dans tout ça, c'est que finalement, ça fait partie de la vie, et c'est ça. Malheureusement, nous ici, peut-être, on se plaint au Canada. Imaginez qu'est-ce que c'est en Égypte en ce moment. Vous avez un site Internet qui s'appelle le site Numbeo, et puis Gary va vous montrer des détails de ce site-là, et c'est intéressant. Donc, il vous donne le coût des différents pays. Donc, vous pouvez voir l'Égypte, mais ça, c'est le Canada, Gary. Oui. Veux-tu en parler? J'ai pas de micro. Ben, le dollar canadien. Ah oui, tu n'as pas le micro, excuse-moi. Donc, c'est moi. Donc, les repas au restaurant, pas cher, c'est 25 $. Repas pour 2 personnes, restaurant milieu de gamme, 3 plats, c'est 100 $. Le McMill chez McDonald's, 14 $. Et finalement, il vous donne le prix, par exemple, au Canada. Coût de la vie au Canada. Au lieu de faire coût de la vie au Canada, vous pouvez mettre coût de la vie en Égypte. Et donc, est-ce qu'on peut le mettre plus bas? Égypte. Plus bas. OK, cost of living in Egypt. On peut le voir en français. Voilà. Donc, regardez, repas au restaurant. On peut le mettre en français, la monnaie, oui, on met le $ US. Et voilà. Donc, en $ US, le fameux repas pour 2 là, dans le restaurant, ça ne coûte pas cher, Gary, hein? 15,17 $. 2 qui vont au restaurant? Non, oui. Un restaurant moyen. Ensuite, une bière domestique. Est-ce qu'il y a une bière domestique? On dit, oui, probablement. $1,57 $. Je dis surpris parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, ils sont musulmans. Donc. Ensuite, le coke, ça coûte 0,23 $. Finalement, c'est pas cher, Gary. C'est pas bon. Enfin, tout ça pour vous dire, c'est intéressant pour vous. Ce site est fait en Serbie, imaginez. Il est fait en Serbie et il est basé sur le fait que les gens participent avec leur expérience de vie en voyageant
sur les prix qu'ils ont eus. Donc il faut regarder ça avec, c'est pas vraiment très scientifique peut-être la chose, mais quand même c'est intéressant à regarder. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui.